Bonsoir. J'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter un thème qui me paraît très important aujourd'hui. Et je l'ai intitulé Réformer pour innover, stratégie de restructuration et de rationalisation pour un État efficace. Donc, évidemment, le contexte, c'est un peu le Sénégal, mais je pense que c'est toute l'Afrique francophone, pour les pays que je connais, et peut-être même l'Afrique d'une manière générale. Et le thème est d'actualité, surtout dans le monde politique, où l'on discute de ces choses-là. C'est très important aussi, je crois, ce thème, parce que dans nos pays, au fond, nous avons deux types de réflexions. Et une réflexion que j'appelais juridico-latine, avec les droits légués par la colonisation, et à mon avis, très peu de culture managériale de type anglo-saxon. Et la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est finalement, c'est quoi la science administrative aujourd'hui dans nos pays, avec l'émergence du nouveau management public et donc de ce qu'on appelle la nouvelle gouvernance. Il y a des problèmes très importants que je crois que cette communication va permettre aussi de discuter. Donc voilà, je m'appelle Abdou Karim Gueye, docteur Abdou Karim Gueye, donc ancien directeur général de l'École nationale d'administration et de magistrature du Sénégal, inspecteur général d'État pendant 32 ans, et puis aujourd'hui coach, consultant international sur des problèmes de gouvernance, de réforme, de transformation, de nouveau management public, de management, mais surtout de nouveau management public. Donc, j'ai le plaisir et l'honneur d'aborder cette question aujourd'hui. Et la problématique que je pose, c'est comment améliorer la performance. C'est une question extrêmement vaste. Et aujourd'hui, j'aborde un aspect très particulier que j'ai appelé les 3 R. Rationaliser, restructurer, regrouper. Donc, c'est d'autant plus intéressant que je vois même au Sénégal, il y a des débats sur la suppression de structures ou d'institutions. Et je vois que les programmes des partis politiques traitent ça de long en large avec les mêmes recommandations, je crois, d'un parti à un autre. Et donc, et cela peut se poser aussi en termes de performance économique, par exemple, et financière, etc. Et le contexte, ce serait de dire que, bon, de mettre la suppression ou la réorganisation des structures publiques au cœur d'un débat. Et ça, le débat peut être politique, il peut être juridico-institutionnel, et si je constate que le débat est souvent éloigné des principes du nouveau du management en général des organisations et du nouveau management public et de la nouvelle gouvernance publique. Et cette nouvelle gouvernance qui est apparue à partir des années 90, le nouveau management public à partir des années 80. Et dans tous les cas, il y a un débat avec un objectif principal. Et donc, comment réduire les coûts de fonctionnement? Et donc, comment améliorer l'efficacité de l'État, de l'administration publique? Et malheureusement, ce débat est souvent trop politique, alors que par essence, il est managérial, parce qu'une organisation fonctionne selon des principes managériaux très, très importants dont on ne discute pas en général. Et donc, je crois que la position la plus récente de beaucoup d'experts, c'est qu'il y a une problématique, une approche holistique et systémique est beaucoup plus préférable. Une telle approche, donc, intégrerait les techniques de management modernes et pour les problèmes de restructuration, les problèmes de réorganisation, de rationalisation efficace des processus. Et donc, il s'agirait de dépasser les approches, les analyses strictement juridico-politiques ou juridico-constitutionnelles pour se concentrer sur le management, la gouvernance, en intégrant ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Parce que d'autres pays l'ont fait avant et ont eu des résultats extraordinaires, et surtout les pays du sud-est asiatique. Donc, je voudrais aujourd'hui aborder ces questions dans le cadre de la discussion de cette vidéo. En réalité, on peut dire que nous avons deux
de moments. Et il y a le premier moment où cette question est abordée dans un contexte euh, de solution à la crise, et à des crises économiques, des réponses à des récessions, à des pressions budgétaires. Évidemment, en ce moment, on pose la question de la restructuration, de l'organisation, de la réorganisation, et peut-être du regroupement ou des suppressions de structures d'institutions. Donc, c'est l'approche classique. Cette approche classique qui repose sur un certain nombre d'arguments, et donc, nécessité de réduire les coûts, nécessité de simplifier l'administration, nécessité de réallouer les ressources humaines, financières, etc. Et quand on était à cette conception dominante que certains ont gardée jusqu'à présent, donc qui ne sont pas encore ouverts à l'ère du nouveau management public, de la nouvelle gouvernance, effectivement, les méthodologies sont simples. Et, ou bien on fait des audits très simples. Nous verrons qu'il y a des audits plus sophistiqués, et, ou bien on fait des évaluations rapides, ou bien une décision de l'autorité centrale politique décide, non, effectivement, on va regrouper, on va supprimer surtout, et on va simplifier. Et les critères sont assez simples: réduire les coûts, rationaliser, centraliser. En général, ça amène, on centralise, et ce qui est dispersé, on essaie de créer une certaine souplesse. Évidemment, cette méthode a permis, par exemple, pendant les plans d'ajustement structurel et consorts, de redresser de façon douloureuse, mais ça reste des traces parfois et risque d'inefficacité. Et il y a des gens qu'on est obligé de faire partir, ça peut être une perte de compétences, ça peut entraîner une perturbation dans le fonctionnement des services pendant un certain temps. Et ensuite, ça amène le débat à une vision court-termiste. Et donc, il y a beaucoup de réformes comme ça dans nos pays pendant les dévaluations, pendant d'autres périodes de crise économique, etc. Et nous connaissons au niveau international des histoires très, très célèbres comme la crise en Grèce. Bon, le résultat attendu, c'est qu'on va réduire les dépenses et on va réduire les services publics. Et donc, évidemment, des fois, on appelle ça modernisation. Dans le processus de modernisation, on verra est-ce que c'est vraiment une bonne appellation. Évidemment, on escompte que les dépenses publiques vont atteindre un seuil tolérable. Et donc, voilà. Mais au réel, on a vu que parfois, ça a désorganisé des services publics, ça a créé des pertes de compétences, des départs, et donc, et peut-être des résultats discutables en termes de coûts. Et il y a des alternatives que nous allons voir avec le nouveau management public. Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur le réingénierie parce que nous avons plusieurs méthodes et nous offrons gratuitement cette vidéo dans le cadre de nos programmes de formation en ligne avec l'École internationale des affaires et les groupes qui tournent autour. Et donc, mais bon, ce que nous voulons dire aujourd'hui, démontrer aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs méthodes que nous allons donc que nous commençons à développer. Évidemment, nous nous concentrons sur le réengineering dans cette vidéo. Bon, maintenant, effectivement, ça peut être douloureux, comme je l'ai dit, perte d'emploi, diminution de revenus, perte de revenus, etc. Ça peut perturber la qualité des services publics parce qu'il faut réallouer les budgets, etc. Donc, inspiration, utilité, inspirer les réformes. Toutes ces méthodes que je vais développer aujourd'hui et qui vont être approfondies sur notre site web pour ia-training.com pour les gens qui voudront approfondir cette question. Et ça peut inspirer les réformateurs, les change makers qui veulent améliorer les choses. Parce que, en fait, ce que nous allons dire est issu de ce qu'on appelle les bonnes pratiques, les normes et bonnes pratiques internationales, et donc de management, de gouvernance. Ce que nous allons dire aussi s'inspire d'expériences réussies dans certaines organisations, dans d'autres pays. Et je crois que également ça peut inspirer
pour que les gens découvrent des méthodologies rigoureuses, formalisées, pour garantir ce qu'on appelle un alignement stratégique avec les objectifs nationaux. Et donc, ça peut être un levier d'inspiration, peut-être pour internaliser de nouvelles méthodes, de nouvelles méthodologies dont nous allons parler. Et ça peut inspirer également les gouvernements qui veulent réformer et s'orienter vers des processus de simplification de la complexité gouvernementale et en renforçant la transparence de l'administration. Donc, beaucoup d'opportunités à l'horizon. Les trois R, rationaliser, restructurer, regrouper, en but commun, optimiser. Optimiser. Donc, ce que nous sommes en train de voir, c'est que des méthodes, de nouvelles méthodes, plutôt des approches, des méthodes autrefois réservées au secteur privé, aujourd'hui s'intègrent désormais dans les réformes publiques. Par exemple, aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur le réingénierie. Mais l'ensemble de la formation sur cet aspect des 3 R dépasse le réingénierie. Disons d'abord que le réingénierie, c'est une reconception des processus, de l'organisation pour améliorer les performances, mais on peut y arriver par d'autres méthodes. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les audits de chevauchement, des duplications, des redondances, et pour identifier et éliminer les inefficacités. Et nous insistons surtout sur la méthode du General Account Office, qui est très formalisée avec un manuel que beaucoup de pays commencent à adopter. Et nous verrons au-delà de l'engineering que les fusions et les regroupements sont une des méthodes. Nous verrons également plus tard, pour les gens qui s'inscrivent sur tout le programme, la technique du budget base zéro, qui permet de réévaluer, de partir à zéro, dire qu'il n'y a pas d'acquis au maintien d'une inscription budgétaire. Tout est remis en cause, on discute, etc. Nous verrons les détails. Nous avons un gros volet sur ce qu'on appelle l'agilité organisationnelle, le lean management, pour maximiser l'efficience et la flexibilité. Les méthodes aussi de gestion de la production et conso Kanban ont été aujourd'hui amenées au niveau du secteur privé. Nous allons voir en quoi ça peut aider à rationaliser, à faire des économies, à éviter les gaspillages, etc. Tout ce qui est finalement optimisation des processus, des structures, etc. Donc, en fait, nous allons dans cette vidéo parler du réingénierie, mais il y a toutes ces autres méthodes qui ont le même objectif, donc qui se retrouvent dans les autres vidéos. Donc, toute la problématique aujourd'hui, si on est partisan du nouveau management public, si on pense que c'est une solution, c'est comment dépasser l'ancienne vision et comment moderniser l'État, comment faire des réformes appropriées dans ce sens. C'est ce que nous allons approfondir. Mais aujourd'hui, nous nous contentons de l'ingénierie parce que si on doit avoir les 7-8 méthodes, sans compter les adaptations de certains cabinets, de certains pays, bon, ça pourrait être compliqué. Mais toutes les autres techniques vont faire l'objet des vidéos. Il y a plusieurs articles qui seront sur la plateforme qu'on peut lire, etc. Le réingénierie. Bon, le réingénierie, c'est un ensemble de méthodes destinées à améliorer les processus existants. Et sans nécessairement les repenser à fond en comble. En tout cas, voilà. Et il se concentre sur l'amélioration continue. L'amélioration continue, et on pense que l'amélioration continue va permettre effectivement de réformer donc la structure des coûts, des dépenses, l'organisation, les processus, etc. Et donc l'efficacité opérationnelle. Et donc en affinant les processus pour maximiser l'efficience. Et donc objectif, amélioration drastique. On va agir sur les coûts, la qualité, la rapidité, ça devrait permettre cela. Changements radicaux, on peut penser les processus au-delà des tâches. Donc, on ne se limite pas aux tâches parce que les tâches sont dans un ensemble de processus. Et caractéristique, c'est une approche stratégique. Cette méthode va permettre d'analyser les flux de travail, les interactions entre les fonctions et va permettre une transformation progressive vers des changements radicaux. Mais c'est progressif quand même. Et donc aujourd'hui, il y a d'autres éléments qui vont jouer.
et l'intégration des technologies, ce qu'on appelle la digitalisation, l'automatisation et même la robotisation. On verra ça après. Et ça implique aussi les parties prenantes, les acteurs. Donc voilà quelques éléments clés. Démarche et méthodologie du réengineering, il faut un diagnostic initial avec des méthodes pour identifier les besoins de transformation. Par exemple, la méthode SWOT que beaucoup d'entre vous connaissent peuvent être utilisées. Et donc, l'analyse des forces, des faiblesses, des opportunités, des menaces. Et c'est également une réflexion sur la vision de l'organisation et sa stratégie pour aligner les processus avec les objectifs. C'est également un travail de conception et d'innovation. Ça demande de la créativité pour optimiser les processus. C'est également un exercice de gestion du changement pour amener l'adhésion des employés, des travailleurs, des responsables à ce revirement, si on peut s'exprimer ainsi. Et ça suppose également la mise en œuvre et le suivi de nouveaux processus pour garantir leur efficacité. Ce à quoi on s'attend dans un exercice de réingénierie, c'est l'efficacité, réduire les coûts et les délais par l'optimisation du flux. Et nous avons beaucoup d'exercices sur ça. Je crois que dans ce transparent, on a parlé simplement de deux cas. Par exemple, les hôpitaux. Les hôpitaux, on a parlé également de tous les services qui délivrent des autorisations, des permis, etc. Donc, efficacité, réduire les coûts et les délais. Autre objectif, la qualité. On va standardiser et on va réduire les erreurs, la flexibilité, permettre à l'organisation d'avoir des capacités d'adaptation rapide au changement, la satisfaction des usagers, des services plus rapides, plus fiables et plus adaptés. Bon, c'est peut-être pas facile à voir. Ici, on vous a fait résumer ce que je viens de dire. Le diagnostic initial, il faut comprendre l'état actuel des processus et des défis par la méthode SWOT, par exemple. Il faut analyser la vision et la stratégie, et donc de telle sorte à avoir une vision claire des processus futurs qui seront alignés sur les objectifs stratégiques. Ça signifie qu'il faut fixer des priorités, déterminer des ressources, etc. Et troisième élément dont j'ai déjà parlé, la conception et l'innovation. Donc, on va utiliser des techniques de pensée créative pour concevoir des processus optimisés, avec des ateliers de brainstorming, de simulation, de prototypage. Il faut gérer le changement, donc ça signifie qu'on va essayer de susciter l'adhésion des employés, des travailleurs, des membres de l'organisation. On va essayer de minimiser les résistances, d'avoir une stratégie de communication, de formation, etc., qui va soutenir ce processus de réforme. Enfin, il faut mettre en œuvre et assurer le suivi des nouveaux processus qui vont naître de cet exercice-là et ensuite mettre en place des mécanismes de suivi. On va essayer de continuer de détailler ça. Donc, première étape, il faut identifier des processus à repenser dans l'organisation. Donc, des processus critiques qui ont un impact direct sur les performances organisationnelles, sur la satisfaction des usagers, des citoyens, etc. Et donc, cela suppose une analyse dont on a parlé, et des processus qui existent déjà, pour déterminer lesquels nécessitent une refonte. Donc, identification, analyse des processus. Il y a beaucoup d'outils que vous verrez sur la plateforme si vous vous inscrivez à la formation détaillée de cartographie, et pour évaluer les processus existants et pour réfléchir sur leur inefficacité, les redondances, et là où il y a des blocages, etc. Donc, ça signifie qu'il y a une phase de collecte des données, d'observation des opérations, des activités, en impliquant les employés pour qu'ils comprennent les défis requis. Analyse des processus, donc identification des processus, analyse des processus, définition des objectifs. Donc, il va falloir définir des objectifs clairs et mesurables que le réengineering doit réaliser, doit atteindre. Est-ce que c'est la réduction des délais de traitement? Est-ce que c'est l'amélioration de la qualité des services? Est-ce que c'est la diminution des coûts d'activité, etc. Des réflexions de cette nature. Donc, autre élément,
Donc, identification, analyse, définition des objectifs, conception de nouveaux processus. Donc, cet exercice doit permettre d'imaginer de nouveaux processus à optimiser, doit permettre d'imaginer aussi de bonnes pratiques, l'utilisation d'autres outils référentiels comme les technologies, etc. Donc, cela peut entraîner une analyse des flux de travail, la suppression des étapes inutiles, l'introduction de nouvelles méthodes de travail, etc. Maintenant, mettre en œuvre les nouveaux processus, donc en veillant à une gestion efficace du changement, en formant les gens, etc. Donc, tout cela décide la capacité de gestion des changements, comme la communication claire et continue pour susciter l'adhésion des employés. Le suivi et évaluation, donc, c'est suivre les performances des nouveaux employés, évaluer les résultats par rapport aux objectifs, et faire les ajustements nécessaires, etc. Donc, d'une manière générale, voilà la méthode. Donc, on l'a détaillé un peu ici, créer des processus efficaces, agiles et optimisés. Donc, mettre en œuvre les nouveaux processus, etc. Et ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'il y a même des indicateurs qu'on peut mettre en place. Et donc, la méthodologie, pour la mise en œuvre des nouveaux processus, on peut faire des ateliers de co-création pour élaborer de nouveaux processus en intégrant les solutions donc, technologiques. On peut mettre en place un plan de gestion du changement, organiser des sessions. Je conseille ça toujours aux gens. Je dis que vous pouvez mettre en place un plan stratégique, mais vous n'avez pas un plan de gestion du changement pour la communication, l'empowerment et tout. Et en général, ça échoue. Et donc, voilà, on peut mesurer le travail par des indicateurs. Et par exemple, le nombre de processus conçus et validés, le taux de simplification des procédures, le taux d'adhésion des employés, le nombre d'employés formés, le taux de réalisation des objectifs fixés, etc. etc. Et donc, voilà, et il y a des indicateurs plus qualitatifs comme la résistance au changement, et donc l'insuffisance de la formation, le manque de suivi, etc., etc. Et le nombre de révisions, de tests, parce que les procédures, il faut les tester, et le taux de plainte, de résistance, le nombre d'incidents critiques liés à une mauvaise, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est toute une architecture donc, qu'il faut construire, toute une méthode, que l'équipe, plus loin, on résume rapidement comment on organise une équipe pour faire ce genre de travail. Bien que c'est simplement un titre d'information, parce que c'est un module assez particulier dans la formation. On vous a donc fait un dessin que je crois, graphique que je crois un peu joli, le processus de réingénierie, et donc depuis l'identification qu'on voit en bas, des processus à repenser, le fait de sélectionner des processus critiques, etc. Et nous ajoutons dans la plateforme des questionnaires qui peuvent vous aider. L'analyse des processus, et apprendre à faire des cartographies des processus. Heureusement, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous lui demandez de faire ça à votre place. C'est ça la vérité. Et autrefois, c'était un calvaire. Il fallait dessiner, ça prenait des jours. Aujourd'hui, vous faites ça en 15 minutes, en 3 heures, etc. Concevoir les nouveaux processus, etc. Donc, ce dessin ne fait que reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure. Les résultats attendus du réengineering, réduire les coûts opérationnels, éliminer les redondances, optimiser les ressources par des économies substantielles, améliorer les délais de traitement, accélérer les processus pour répondre rapidement aux demandes des usagers, accroître la qualité et la satisfaction, l'organisation des services publics, une meilleure flexibilité, innover au plan organisationnel en introduisant de nouvelles méthodes de travail par les technologies, la digitalisation, etc. Donc, le reengineering, c'est un des éléments très importants de la réforme de l'État, de la modernisation, etc. Aux États-Unis, vous avez une circulaire et dans la plateforme, on mettra ces documents. Si c'est en anglais, on essaiera de les traduire. Et certains, d'ailleurs, mais pas tous. J'espère qu'aujourd'hui, il faut être bilingue au moins. Pour avoir accès à tout ce que je dis, vous verrez ça difficilement en français. Hein. Donc, exemple concret de réingénierie des processus, et ça s'applique au secteur de la santé, et au secteur bancaire, à l'administration, aux entreprises de production, etc. Par exemple, pour la santé, on peut faire un processus, on peut déclencher une mission
un processus de réingénierie dans un hôpital pour réduire les délais d'attente des patients, améliorer comment on peut l'appeler, les queues, hein, si on peut, et la qualité des soins. Dans le secteur bancaire, ça peut permettre d'optimiser des prêts pour réduire les délais d'approbation. Et pour ça, nous avons des mini-cas pratiques qu'on met dans la plateforme, qu'on peut faire en cours de formation au séminaire, parce que ce qui est sur la plateforme, bon, on peut le faire aussi en séminaire en salle et vice-versa. Et donc, pour le secteur bancaire, pour l'administration publique, je vous ai dit qu'aujourd'hui, toutes ces méthodes font partie de la réforme de l'État, de la modernisation de l'État, du management de la performance et tout ça. Et donc, l'administration publique, par exemple, on peut améliorer, on peut dire, oui, écoute, il faut rendre le citoyen beaucoup plus satisfait. On va améliorer les processus de délivrance des permis, des autorisations, que ce soit des bulletins de naissance, que ce soit des, je ne sais pas moi, des permis de conduire, des visites techniques, toutes ces choses-là qui font le malheur des gens dans nos pays, etc. On peut les soumettre à des processus. Dans le module de gestion de la corruption également, nous montrons comment, avec des audits centrés sur la corruption et des investigations, et c'est une autre manière de traiter la question. Mais c'est vraiment pas le cas de ce module, hein, donc nous avons des cas pratiques aussi. Vraiment, on a fait beaucoup de recherches et j'ai la chance d'avoir navigué pendant un moment donné de ma vie entre les pays francophones et anglophones en ma qualité de comment on l'appelle encore, de secrétaire du Forum des expressions journal d'Afrique, etc. Et ça porte la recherche. Bon, voilà. Pour les industries de fabrication, hein, on peut faire le réengineering des processus de production pour réduire les coûts, augmenter l'efficacité opérationnelle. Donc, parlons rapidement de la santé et un cas pratique. Ici, nous avons un hôpital qui a décidé de réduire les délais d'attente. J'ai mis délai en majuscule pour montrer que c'est important. Et améliorer la qualité des soins tout en maintenant la qualité des soins. Donc, comment ça va se passer? L'équipe va identifier les processus à repenser. Et donc, en général, on emploie en anglais le terme design. Et reconception, peut-être, on aurait pu dire. Il faudrait ensuite identifier les processus critiques dans l'hôpital qui ont un impact direct sur les délais d'attente des patients et la qualité des soins. Ça peut être les admissions. Et ça peut être la gestion des urgences, qui souvent pose problème. Ça peut être la coordination entre différents services, etc. Donc, ça signifie qu'on va analyser les temps d'attente des différentes étapes du parcours. Ça peut se faire par l'observation, par exemple, ou bien par l'examen, si les registres consoles le permettent, par les interviews, etc. Donc, on va essayer d'identifier le parcours patient. C'est une méthode qu'on applique de plus en plus d'ailleurs. On parle de parcours client, parcours citoyen. Donc, vous voyez, ça va plus loin, etc. On va identifier les points de blocage et les boulots d'encadrement, par exemple. Et sur cette base, on va faire le travail. Donc, voilà quelques initiatives qu'on va prendre pour l'identification des processus comme première étape. Deuxième étape, on va analyser les processus actuels. Et donc, je vous ai déjà parlé de ça de manière générale. Aujourd'hui, il y a des méthodes de cartographie des processus. Ça peut être l'analyse l'observation des opérations quotidiennes, la collecte de données sur les délais d'attente, l'analyse des taux de satisfaction, des plaintes, etc. Et donc, voilà des outils qu'on utilise et donc avec comme objectif d'identifier les inefficacités et les redondances. Troisièmement, une fois qu'on a fait cela, on va essayer d'identifier les objectifs, description des objectifs clairs, mesurables, et par exemple, réduire de 20% le temps d'attente moyen aux urgences, augmenter de 15% le taux de satisfaction. Vraiment, avec le brainstorming, avec les collègues et consorts, on peut faire ça sans compter d'autres méthodes statistiques, etc. Donc, ces initiatives vont permettre de fixer des objectifs. En général, on dit des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, définis temporellement, dans le temps, et donc aligner ces objectifs avec la stratégie de l'hôpital. Effectivement, là aussi, on a sur la plateforme un questionnaire, guide d'entretien, et qui peut permettre également de faire ces choses-là. Donc, dans mon ouvrage Gouvernance entrepreneuriale et modernisation des États, il y a également un paragraphe sur
sur l'aspect réengineering et il y a déjà un questionnaire. Et on le mettra dans la plateforme et si je m'en souviens, je vais le poster également dans les différentes plateformes sur lesquelles on parle de cette formation. Maintenant, il faut concevoir de nouveaux processus, optimiser, parce que c'est ce qu'on cherche, hein, donc en introduisant des systèmes de triage plus efficaces aux urgences, pour que les gens n'attendent pas, en automatisant certaines tâches administratives, en réorganisant les équipes, etc. Et donc voilà, cet exercice de re-engineering a comporté toutes ces étapes. Il y a eu des ateliers de brainstorming avec les personnels médicaux administratifs, et on a développé des prototypes, ce qu'on appelle prototypage, pour tester des nouvelles méthodes de travail, etc. Et on a conçu des processus qui réduisent les délais d'attente, augmentent l'efficacité, sans compromettre la qualité des soins. La mise en œuvre des nouveaux processus, il faut les mettre en œuvre de façon efficace, tout en minimisant les résistances, et c'est ça le problème. Donc, ce genre de réforme inclut la formation du personnel, la communication continue, du leadership, le suivi, etc. Et donc, voilà, et c'est pour l'objectif assurer une réussite, une adoption réussie des nouveaux processus et minimiser les interruptions de service. Évaluation, amélioration continue. Bon, donc, ça demande du suivi des performances des nouveaux processus, ça demande des évaluations périodiques et ça demande d'ajuster quand il y a des déviations, etc. Et là, on peut aller loin, on peut construire la typologie des indicateurs de performance. Et donc, et peut-être même on peut aller plus loin, on peut construire les indicateurs de risque, par exemple. Et donc, voilà, et on peut construire les contrôles internes qui vont avec, etc. On peut faire un tableau comme ça, et je pense que c'est un outil très intéressant. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tout ça c'est automatisé pour quelqu'un qui comprend ces problématiques-là. On ne passe plus notre temps à souffrir, à vouloir monter des choses pendant des semaines, etc. Et parfois 15 minutes même suffisent. Hein? Et voilà. Et donc, voilà, j'ai parlé de tout le dispositif qui accompagne et donc, ces systèmes, et donc avec les indicateurs pour surveiller la réalisation des performances et peut-être même en exigeant des rapports de performance, etc., en tenant des réunions régulières pour évaluer les résultats, apporter des ajustements. Donc, objectif garantir que les améliorations sont durables et adaptées aux besoins changeants des patients. Résultat attendu, réduire les délais d'attente, donc moins de temps passé dans les queues, dans les salles d'attente, plus de temps consacré aux soins, améliorer la qualité des soins, meilleure coordination entre les équipes, moins d'erreurs, satisfaction des patients, parce qu'on rentre dans le management public, on rentre dans une nouvelle logique, de nouveau management, où le client, c'est le citoyen, par exemple. Et ça, changement de paradigme, de volonté, etc. Une efficacité accrue, moins de redondance, puisqu'on est censé les supprimer, et donc moins de chevauchement, etc. Et en principe, les auditeurs qui viennent a posteriori devraient donc évaluer la matérialité des redondances, des chevauchements, etc. Et nous parlerons de la méthode d'audit appropriée. Et donc, une meilleure utilisation des ressources hospitalières. Il y a des risques quand même, il faut les adresser. C'est pourquoi j'avais parlé d'ailleurs, pour ces risques, chacun des risques, on parlait plus loin. On va définir un contrôle interne au sens donc, du management des risques, risques liés au changement, le personnel qui ne veut pas de nouveaux processus parce que c'est peut-être plus transparent, peut-être parce que ça va empêcher certaines manipulations, etc. Et donc, les coûts, et donc la mise en place de nouvelles technologies qui vont donc engendrer des coûts plus significatifs. C'est un risque. Et quel est le contrôle interne qui permet de l'adresser, etc. Et la complexité. L'hôpital, comme on dit, c'est le meilleur exemple d'entreprise au fond. Vous avez tout là-dedans, des cuisines, parfois même des menuiseries, des ateliers, etc. Et c'est l'exemple vraiment d'un système de production complexe et intégré.
Et donc, voilà. J'ai donné un autre cas pratique qui me semble très intéressant, qu'on peut approfondir peut-être sur la plateforme ou lors de formation. C'est tous ces services qui délivrent des permis, des autorisations, oui, dans l'administration publique, que ce soit par exemple le service des mines, et que ce soit un service des domaines, quoi encore, etc., etc., et des permis de conduire, des visites techniques. C'est des services dont on devrait, que l'on devrait recenser et pour faire ce genre de travail. Et donc, pour ces services, il est important d'améliorer l'efficacité, de réduire les délais de traitement, d'accroître la satisfaction des citoyens dans ces services. Il est très important pour ces services de faire face aux complexités bureaucratiques, aux lenteurs, etc., aux rétentions, etc. Il est très important pour que les citoyens, les usagers ne soient pas déçus, ne manquent pas de confiance. Aujourd'hui, on dit qu'il y a une crise de confiance entre le secteur public et les citoyens. Donc, résoudre les frustrations et qui sont liées aux pratiques dont je viens de parler. Et donc, l'exercice de réingénierie va permettre de simplifier ces processus. Je parlais dans ce module, j'ai vraiment pas parlé comment organiser tout cela au niveau de l'État, parce qu'il y a ça aussi. Et donc, mais c'est prévu quelque part dans la formation. Donc, même système, identifier les processus au départ, hein, qui concernent la délivrance des permis d'autorisation, permis de construire, de conduire, licence, autorisation environnementale, domaniale, je ne sais pas, la liste est longue. C'est le devoir de l'État et des structures chargées de réingénierie de les identifier. Donc, prioriser quand même, parce qu'il y a des processus beaucoup plus problématiques aux yeux des citoyens et qui peuvent se plaindre s'il y a de longs délais d'attente, etc. Et donc, objectif maintenant, ça peut être réduire les coûts, réduire les délais de traitement, améliorer la transparence, la traçabilité, faciliter l'accès aux informations pour les demandes. Et tout ça, on va voir qu'on va mixer ça avec les autres formes d'intervention, comme les audits, etc. Et donc, un aspect, sont les initiatives à prendre. Et on peut réaliser des enquêtes auprès des citoyens et pour identifier souvent on parle d'audit, mais il faut faire aussi des sondages, etc. Il faut avoir les moyens de le faire. Et pour ce genre de structures qui font ces choses-là auprès des citoyens, il faut analyser les statistiques. Il y a peut-être des rapports déjà parus et par des corps de contrôle qui ont dénoncé ceci ou cela. Donc, il faut tenir, être informé et ensuite faire une cartographie des processus de bout en bout. Donc, l'analyse des processus actuels pour comprendre les inefficacités, les redondances, les points de blocage, etc. Donc, on va découper le processus en étapes. Et par exemple, depuis le dépôt d'une demande de, de permis, de ceci ou cela, d'autorisation, on va cartographier jusqu'à l'autorisation et jusqu'au suivi, etc. Et donc, on va identifier des étapes et on va essayer de réfléchir sur chaque étape. Est-ce qu'une étape est vraiment importante? Est-ce qu'elle ajoute de la valeur ou est-ce qu'elle ajoute plutôt de la destruction de temps, de richesse ou autre chose? Et donc, on va déceler des goulots d'étranglement, comme les étapes nécessitant des validations multiples, etc. Un même acte est visé par 10 personnes avec un cachet, etc., comme on l'a vu dans les pays communistes d'Afrique dans les temps. Maintenant, ils ont abandonné, mais c'était ça. Et donc, évaluer donc l'aspect digital, numérique, et l'aspect inspection interne sur ces actes, etc. Et donc, toujours cartographier le processus, chaque étape analysée, des goulots, etc., et faire des calculs sur les délais moyens, et donc, depuis la demande d'autorisation ou l'entrée dans le système jusqu'à la sortie, etc., et mener des entretiens avec les employés, les syndicats, par exemple, souvent collaborent bien à ces choses-là. Et donc, la définition d'objectifs clairs et mesurables, et dire ce qu'on veut. On veut réduire de 50% les délais de délivrance des permis. On veut permettre aux citoyens de suivre à temps l'état réel de leur demande en ligne, par exemple. Et nous avons rapidement parlé de cet aspect digital avec tous les outils jusqu'à la robotisation. Mais en fait,
c'était un peu pour taquiner votre curiosité, mais c'est vraiment un module et sur la plateforme, et peut-être sur de nombreuses vidéos, de temps en temps, on laisse certaines vidéos paraître gratuitement. Donc, il faut avoir des cibles d'objectifs. Donc, par exemple, en matière de délai, on peut penser qu'un objectif, ce serait l'automatisation. Donc, éliminer tout ce qui est doublon, tout ce qui est répétitif, etc. Même chose, définir des objectifs SMART, définir des indicateurs de performance, et je voulais même qu'on y ajoute des indicateurs de risque, communiquer avec les parties prenantes. Conception des processus, vous voyez, c'est le même système. Et si c'est un autre cas, donc on peut concevoir une plateforme en ligne pour les citoyens. Ils vont soumettre leurs demandes, suivre la progression, recevoir leur permis de façon électronique, ou leur passeport, ou voilà, un autre service, par exemple, qui est concerné, etc. Ils pourraient également inclure des outils d'automatisation, tout ça. Donc, l'objectif, c'est de simplifier les processus et donc de demande des citoyens, c'est d'introduire des outils numériques pour autoriser la collecte des documents, c'est repenser les processus internes. Là, évidemment, l'équipe chargée de ça peut organiser des ateliers de conception avec des experts en processus, en technologie, et développer des prototypes et de la nouvelle plateforme, etc. Tester, il faut tester toujours sur un échantillon de citoyens, etc. Donc, l'implémentation des nouveaux processus, et vous voyez, c'est la même chose par rapport donc, à l'hôpital, c'est la même logique. Donc, il faut de la formation, il faut mettre en œuvre de nouveaux outils, et donc, évidemment, souvent, ça pose des aspects techniques de migration des données, tout ça. Et donc, voilà, objectif, une transition fluide, c'est ça peut-être le plus délicat, le plus difficile, vers le nouveau processus, la formation, minimiser les interruptions de services au détriment des citoyens, etc. Et peut-être j'avais insisté sur ça, avoir un plan de gestion du changement pour accompagner tout ça, organiser des systèmes de sessions de formation, fournir des guides. Et il faut qu'on prenne l'habitude dans nos secteurs publics d'avoir des guides, d'avoir des instructions. Et je pense peut-être qu'il faut renforcer le pouvoir des managers pour élaborer ces choses-là, qui sont en fait des outils techniques. Donc, communiquer activement avec les citoyens, tout ça. Et l'évaluation, comme dans tout processus, c'est l'une des toutes dernières étapes. Et donc, c'est pour suivre les performances, s'assurer que les objectifs sont atteints, etc. Donc, avec les indicateurs de performance, avec les rapports de performance, et puis d'autres méthodes plus qualitatives, les retours des citoyens, des employés, etc. Et donc, toujours des indicateurs de performance et des rapports de performance. Le feedback est très important. Ce que les gens appellent la rétroaction. Et donc, toujours les mêmes attentes. Réduire les délais de traitement, réduire le temps nécessaire pour délivrer ceci, etc. Une autorisation, réduire les frustrations des citoyens, etc. Donc, améliorer la satisfaction, et donc peut-être supprimer les tâches manuelles, les tâches répétitives, libérer du temps. Et là, la nouveauté, c'est que l'intelligence artificielle nous aide à libérer du temps et faire des économies de coûts, etc. Donc, évidemment, il y a toujours des risques. Et on l'avait déjà traité, les risques. Résistance au changement, les technologies, donc la fiabilité, tout ça, les ruptures technologiques, la sécurité, etc., etc. Donc voilà un peu la réingénierie ou le réingénierie des processus de délivrance des permis et d'autorisation dans l'administration publique, de transformer radicalement la manière dont ces services sont fournis, accroître l'efficacité, la transparence, accès, la raison d'être de l'administration et au niveau des citoyens. Les administrations existent pour servir les citoyens. Donc, le succès, c'est vrai que tout ça demande de la méthodologie rigoureuse, dont dans toute la formation, il y a des méthodes rigoureuses qui sont proposées, définies, etc. On peut aller plus loin, ça je l'ai mis simplement à titre d'information, la robotisation et l'automatisation des processus et par robotique, etc. On peut aller plus tard vers ça pour les autorisations, pour les permis, etc. Grâce à l'intégration de technologies modernes.
Et donc, c'est détaillé. Il y a une note de lecture, je crois, dans la plateforme pour ça. L'intelligence artificielle est venue aussi à notre secours. On dirait qu'elle peut tout faire. Et pour offrir large, un large plutôt éventail de possibilités pour améliorer les processus de réingénierie et même aujourd'hui les autres processus d'audit. Donc, j'en parle rapidement, mais il y a un module spécial pour ça. Bon, réingénierie des processus. Donc, l'intelligence artificielle va nous permettre d'analyser les processus existants en identifiant leur efficacité, les redondances, etc. Si vous donnez la bonne information, si vous posez des bonnes questions, parce qu'on oublie ça aussi. Et donc, les points de blocage, et par exemple, les algorithmes de l'intelligence artificielle pour analyser les flux de travail et les données historiques. Et ça, elle est plus forte que nous. Elle le fait en quelques secondes, quelques minutes, etc. Alors que nous, il nous faut des heures, peut-être des jours, etc. Donc, l'optimisation de l'intelligence artificielle peut nous proposer des améliorations au processus et d'ailleurs fait de très jolis dessins, et si je peux les appeler ainsi, sous forme d'images, sous forme de diagrammes, etc. Et donc, peut simuler les effets de l'automatisation sur un processus, peut lui-même nous proposer le processus si nous lui donnons la bonne information, si nous disons voilà nos problèmes, voilà les risques, etc. Évidemment, c'est à vous de valider, de changer, de poser d'autres questions, etc. C'est vraiment bizarre, là où l'on va. Et ça nous permet également, il nous propose même, comment on l'appelle, les codes des programmes si vous leur donnez l'information pour avoir conçu une application, etc. Et de plus en plus, on rentre de l'ère no-code. Et on dit que peut-être que les codes vont disparaître, etc. Et il y a des outils qui ont commencé à apparaître. Et bon, également, il y a aussi, j'ai parlé de robots, donc logiciels, robots ou des applications qui vont permettre d'automatiser. Donc peut-être que la technologie va être un allié pour les gens qui sont vraiment décidés à réformer, à créer la transparence, à créer la performance, etc. Et nous avons beaucoup de mini-cas aujourd'hui sur certains modules. Voilà, je voudrais, voilà quelques cas. Au niveau de certains pays aussi, j'ai donné des exemples des pays. Et la Nouvelle-Zélande est connue comme étant l'un des précurseurs des réformes en matière de management public depuis les années 80-90. Moi, j'étais directeur de l'ENAM. J'ai eu la chance de suivre certaines expériences. Et donc, qu'est-ce que ce pays a fait? Une refonte complète et simplification des structures gouvernementales, la réduction des coûts et la rationalisation des ressources, l'élimination des inefficacités, et amélioration de la qualité des services pour rendre l'administration publique plus agile, plus réactive ou proactive, etc. Donc, pour ces pays, par ces systèmes, a eu une administration publique modernisée, des services plus efficaces et adaptés aux attentes de la population. Et donc, il y a des dossiers très importants. On vous mettra une note de lecture sur résumer les travaux d'Amer et Champy. Et vraiment, je ne dirais pas qu'ils ont joué un rôle important. Et donc, effectivement, et cela a permis les études de ces chercheurs démontrent à souhait et que le réengineering confère des gains en productivité pour les organisations publiques qui ont essayé ces choses-là et qui ont constaté des améliorations significatives en productivité, qui ont constaté la qualité du service, etc. Et Amer et Chamsi, dans leur étude, parlent de l'engagement des facteurs de succès quand même. Mais ils sont comme toutes les réformes, il faut un leadership qui soutient. Il faut des leaders qui ont la possibilité de progresser, de décider, d'affronter les blocages, etc. Et l'un des grands problèmes du leadership aussi, comment entraîner la participation active des employés. Bon, ça, on en a parlé, des technologies, etc. Le Rwanda, très tôt, a pris en main ce genre de problème de réengineering des services publics. Je crois même qu'ils ont une unité, je ne suis pas très sûr, il faut que je vérifie, et une unité chargée de cela, pour repenser les processus administratifs en simplifiant, en réorganisant et en optimisant les procédures
l'intégration des technologies numériques. Je pense que le Rwanda, dans sa stratégie, veut devenir une sorte de Silicon Valley. Ainsi, ils vont s'exprimer ainsi. Et donc, l'intégration des technologies digitales au numérique, etc. Et pour réduire les délais de traitement. Et donc, il y a des pays où vous n'avez même pas besoin de rencontrer le fonctionnaire et pour obtenir votre papier, votre passeport, votre, etc., votre carte d'identité et tout cela, etc. Et donc, c'est peut-être un idéal, mais si d'autres l'ont fait, c'est possible. Et donc, voilà, toujours les mêmes obstacles, résistance, complexité, ressources. Et dans la vie, on peut avoir de très bonnes idées, mais quand l'argent n'est pas là, c'est un problème. Et donc, je pense aussi que c'est toujours les mêmes facteurs de succès. Le leadership, j'en ai parlé tout à l'heure, engagé, visionnaire, un leadership transformationnel. Et on dit que le leadership transformationnel, c'est un leadership qui inspire, qui guide, etc. Une communication transparente, la formation et le soutien. Donc, d'autres considérations particulières dont on pourrait parler, j'en parle rapidement, simplement pour montrer que c'est un travail, c'est une architecture organisée et formalisée, et où il faut mettre en place des guides. Ça dépend maintenant de qui va faire ça. C'est un bon débat. Est-ce que les corps de contrôle, par exemple, doivent ajouter le réingénierie dans leur mission classique? Est-ce qu'ils ne peuvent pas combiner le réingénierie et les audits? Parce qu'il y a des places de convergence manifeste. Ou bien il faut une structure de l'État, un sage de cela, etc. Parce que si les gens ne veulent pas être transparents, peut-être aussi qu'ils vont tricher. Et donc, c'est la démarche classique de tout processus d'évaluation ou de vérification, la planification, l'organisation de la mission, l'exécution de la mission, les améliorations continues, c'est-à-dire le suivi, etc. Comment organiser tout cela? C'est ça un des grands défis. Parce qu'aujourd'hui, je vous parle simplement du réingénierie, mais les autres processus dont je vais parler, on se posera la même question. Qui pour faire ça? Comment l'organiser? Est-ce qu'il faut le faire au sein des ministères? Qu'il faut déconcentrer? Qu'il faut centraliser à travers une unité, une agence de transformation? Le nom a peu d'importance, mais on peut lui trouver un. Bon, ce que j'ai fait aussi dans cette formation, c'est simplement à titre de présentation. Vous aurez un lexique, et tous les termes classiques vont être clairs. J'ai fait un extrait. Qu'est-ce que c'est que l'ingénierie des processus? Qu'est-ce que c'est que l'audit des chevauchements, des duplications et des redondances? Qu'est-ce que c'est qu'un budget base zéro? Qu'est-ce que c'est qu'un lean management? Qu'est-ce que c'est que l'agilité organisationnelle? Qu'est-ce que c'est que Sigma? Si vous voulez être spécialiste de ce que je viens de dire, tout cela doit être assimilé. Et ça pose un autre problème, c'est le problème de la formation en sciences administratives, en nouveau management public et gouvernance. La nouvelle science administrative, c'est tout ça. Est-ce que nos programmes sont ajustés à ça? Certainement non. Donc voilà une problématique également de la formation universitaire dans les écoles de formation, les business schools et tout ça, et qu'il faut adresser. Donc voilà. Donc pour clôturer cette session, je tiens à rappeler simplement que j'ai donné l'exemple de réingénierie et que nous avons offert gratuitement avec l'École internationale des affaires. Il y a une autre stratégie aujourd'hui, donc qu'elle est en train de développer patiemment. Et donc, j'espère que ce module vous annonce déjà comment repenser les processus pour améliorer la performance. Gérer l'État rationnellement et en faisant les restructurations qui conviennent. C'est un art et c'est une technique. Je vous ai donné une des techniques, il en reste plusieurs. Et toutes les autres techniques sont contenues dans la formation et que nous proposons. C'était des méthodes autrefois, donc, quel est le terme, réservé au secteur privé. Et aujourd'hui, on définit d'ailleurs le nouveau management et la nouvelle gouvernance comme un mouvement hybride à deux points de vue, de convergence du privé et du public, mais aussi de convergence du management et de la gouvernance.
Et il y a un article très intéressant sur ça. Et donc, pour la seule question des 3 R, restructurer, regrouper, rationaliser, et que nous avons vu, que nous avons commencé à voir, il nous reste encore à découvrir beaucoup de choses. Pour maîtriser tout ça, vous devez, en tout cas les gens qui sont intéressés, doivent achever le module, le sous-module Reengineering, dont on a donné des extraits, le module audit des chevauchements, des duplications et des redondances, qui fait partie de la formation. Le module des fusions, regroupements, c'est à peu près la même chose. La technique des budgets base zéro, le lean management et des techniques d'agilité comme Kanban et autres, et pour l'élimination des gaspillages, l'accroissement de l'efficacité, etc. L'optimisation des processus, etc. Donc, plusieurs autres sous-modules qui font partie du programme de réforme et de gouvernance qui est contenu sur notre site web. L'autre débat important aussi au cours de cette formation, c'est la gouvernance de ces réformes et la structure de pilotage et de coordination. Cela est essentiel. Et dans le module, les gens verront nos propositions qui ont été faites après beaucoup de recherches, après beaucoup de comparaisons, etc. Donc, voilà, nous voulions vous offrir un avant-goût de cela. Et donc, mais vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin et dans notre grand module qui s'appelle modernisation, transformation et réforme administrative de l'État et des organisations, dont j'ai mis le lien ici. On est en train de faire quelques retouches sur le site web. Donc, vous pouvez toujours nous contacter à cette adresse-là, contact@eia.sn, si cela vous intéresse. Nous pouvons discuter des modalités. Nous avons un tarif officiel, mais en réalité, on peut avoir des modules adaptés aux organisations publiques ou privées, etc. Évidemment, nous délivrons un certificat. Parce que là, je vous ai parlé que des 3 R pour ce module de modernisation et de transformation. C'est beaucoup plus que ça. Donc, nous espérons vous retrouver bientôt sur les prochains modules et continuer ensemble ce parcours vers l'excellence. Voilà un mot important, parce que dans ce module aussi, il y a les modèles d'excellence qui existent, comme Barbridge Framework, comme EFQM, et comme ce qu'on appelle aujourd'hui le management centré sur la valeur. C'est très important pour les hôpitaux et pour le secteur de l'éducation aujourd'hui et dans d'autres pays. Et donc, voilà, j'espère qu'on va continuer ensemble ce parcours vers l'excellence et l'efficacité. En vous nous rejoignant, vous allez soutenir plutôt une vision de la transformation, et une vision de l'Afrique excellente, qui a les mêmes pratiques que les autres pays du monde, qui sont en avance, qui sont les fondateurs de tout cela. Donc, merci de votre participation. À bientôt. Donc, je pense que nous avons réussi à faire ce module en 1 heure. Donc, rien que pour le réengineering, vous verrez. J'espère que vous viendrez nous rejoindre d'une manière ou d'une autre. On va voir tous les autres aspects des réformes et des restructurations, comment on peut faire des économies dans l'État, etc. Et tout ce que je dis, au fond, je ne l'ai pas inventé. J'ai fait beaucoup de recherches depuis mon séjour à l'ENAM comme directeur général. Je n'ai pas arrêté de le faire. Et ça donne ça aujourd'hui. Et donc, je suis très honoré en espérant que vous allez nous rejoindre et ensemble, on va faire réaliser ce pari de la transformation. Merci. À bientôt.